Le 31 juillet 1914, Jean Jaurès vient de vivre une journée intense. L'Europe est au bord de la guerre. Pour empêcher la tuerie qui s'annonce, Jaurès a consulté ses amis, puis il s'est rendu à la Chambre des députés avant d'essayer une nouvelle fois de convaincre le gouvernement, au ministère des Affaires étrangères, de la nécessité absolue de s'engager pour la paix. Ça n'a pas vraiment fonctionné, alors il décide de retourner au siège de son journal, l'Humanité, pour écrire dans la nuit une série d'articles et essayer de peser sur le cours des choses, comme il avait fait pour l'affaire Dreyfus. Auparavant, il fait une pause au Café du Croissant, au 146 rue Montmartre, avec des collaborateurs. Il fait bon, la fenêtre est ouverte, et Jaurès est dos à la rue. À 21h40, 2 coups de feu sont tirés, la première balle l'atteint à la tête, ils ont tué Jaurès. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Hémiplégique, la chaîne qui essaie de comprendre ce qu'est la gauche. Aujourd'hui, vous l'avez compris, nous allons parler de la vie d'un des personnages, voire du personnage qui a le plus influencé la gauche française, Jean Jaurès. Et comme ça va prendre un peu de temps et que je veux faire bien les choses, ça va prendre plusieurs vidéos. Dans cette première vidéo, je vais vous parler de Jaurès avant sa conversion au socialisme. Jean Jaurès est né le 3 septembre 1859 à Castres. Il habite avec ses parents et son frère, Jules Jaurès, ils avaient un truc avec les J, dans une petite ferme sur le domaine de la Fédiale, pas très loin de Castres. C'est pas la grande fortune. Le jeune Jean, il a une idée en tête, il veut devenir receveur, c'est-à-dire en gros patron du bureau de poste du coin quoi. Mais il est tellement brillant à l'école qu'un inspecteur le repère, va voir ses parents et leur dit qu'il faut absolument qu'il demande une bourse et qu'il poursuive ses études, ce qui était rare et cher à l'époque. Il va donc pouvoir monter à Paris, étudier au collège Sainte-Barbe, puis au lycée Louis-le-Grand, pour préparer l'entrée à l'école normale supérieure en philosophie. Il est reçu premier en 1878, devant notamment Henri Bergson, qui va devenir l'un des grands philosophes français du début du XXe siècle. Il passe l'agrégation, dont il sort 3e, derrière Bergson justement, et surtout derrière Paul Lébazeille, qui finit major et qui est essentiellement connu pour ça. Faut dire que finir premier à l'agrégation devant Bergson et Jaurès, ça claque. Jean Jaurès choisit ensuite de retourner enseigner dans la grande ville près de chez lui, à Albi. Il a 22 ans, nous sommes en 1881. À Albi, Jaurès est partagé. D'un côté, il aime beaucoup son métier, il adore sa région, et en même temps, il est nostalgique de l'école normale, des discussions et des débats avec ses anciens camarades. Et puis quand même, il avait été 3e de sa promo, tout le monde s'attendait à une carrière exceptionnelle, et ses copains s'étonnaient un peu de le voir professeur de lycée, même s'il travaillait en parallèle sur une thèse pour enseigner dans le supérieur. Donc voilà, son moral n'est pas toujours au beau fixe, d'autant qu'il essuie un échec amoureux, un peu comme dans les films, la famille de la jeune femme lui préférant un autre prétendant, avocat, qui a une meilleure situation. L'avantage, c'est que du coup, à Albi, il a du temps. Du temps pour travailler sa thèse, pour philosopher, du temps aussi pour commencer à s'intéresser à la politique. Alors c'est pas sa grande passion, il préfère réfléchir à la réalité du monde sensible, c'est le nom de sa thèse, plutôt qu'à l'action politique, mais il participe néanmoins à une campagne électorale, celle d'un député républicain. À cette époque-là, Jean Jaurès admire Jules Ferry. Il est donc républicain intransigeant, mais ne s'intéresse pas vraiment à la question sociale. Petit à petit, il se prend au jeu politique. Il voit bien qu'il pourrait faire mieux que les députés de cette époque, qui sont très affairistes. Donc, il commence à développer une ambition, pas une petite ambition pour avoir un poste, mais une ambition tournée vers le travail et le bien public. À cette époque, en 1885, les élections législatives approchent, et cette année-là, c'est un scrutin de liste par département. Les Républicains du Tarn doivent constituer une liste de 6 candidats, or ils ont entendu parler d'un jeune homme qui donne des conférences à Toulouse, qui est un orateur de talent, qui défend brillamment Jules Ferry, qui est éthiquement irréprochable et qui, en plus, porte le nom d'un grand général de la guerre de 1870, qui allait bientôt devenir ministre de la guerre, Benjamin Jaurès. C'est son grand cousin. Eh bien, ils se disent que cet homme-là, il ferait un bon candidat. Le problème, c'est que Jean Jaurès, lui, il voudrait bien d'abord finir sa thèse avant de se lancer vraiment dans la politique. Les Républicains insistent, une fois, 2 fois, lui explique que la République est menacée, et d'ailleurs, l'année d'après va débuter ce qu'on appelle le boulangisme, et Jean Jaurès finit par accepter. Il mène donc campagne, il prend du plaisir, et découvre en même temps la dureté du monde politique. Il a en face de lui 2 familles de nobles, dont l'un, le marquis de Solages, va devenir son ennemi juré pour les décennies à venir. Il se fait donc le cuir sur les attaques,
mais elle ne l'empêche pas d'être élu au premier tour, ce qui est plutôt bien étant donné que les républicains sont en recul lors de ce premier tour dans toute la France, même si au second tour c'est bien le camp républicain qui s'impose, avec 383 élus contre 201 aux conservateurs. Jean Jaurès est le plus jeune député de l'Assemblée, il a 26 ans, nous sommes en 1885. Pendant ce premier mandat, de 1885 à 1889 donc, Jean Jaurès siège au centre-gauche. Il ne fait pas partie des socialistes, qui ne représentent pas grand-chose à cette époque, et qui ne reconnaissent d'ailleurs pas forcément la légitimité des élections. Lui est un farouche républicain, et va y avoir du travail. Notamment parce que pendant plusieurs mois, la République est véritablement en danger de mort. Une grande partie de la classe politique, notamment monarchistes et bonapartistes, mais aussi certains à gauche, soutiennent en effet le général Boulanger, qui fait renaître le spectre des coups d'État des décennies passées. Heureusement, Boulanger ne va pas aller jusqu'au bout, en tout cas pas assez vite, et sa prise de pouvoir échoue. Jean Jaurès siège donc avec les opportunistes. Aujourd'hui, ça a une connotation péjorative, mais à l'époque, il s'agissait d'un courant de républicains modérés, comme Léon Gambetta ou Jules Ferry, qui essayaient de faire avancer ses propositions progressivement en suscitant l'adhésion du pays, à la différence des radicaux qui, eux, préféraient les ruptures. Ce qui est intéressant, c'est que contrairement à toute une partie des opportunistes, Jaurès commence à développer ce qu'on pourrait appeler une conscience sociale. Il est attentif à ce que défendent les socialistes, même s'il ne partage pas leur point de vue. Et il va même défendre des concepts sociaux avancés, par exemple en proposant dès 1886 d'instituer des retraites ouvrières, ce qui ne sera fait que 25 ans plus tard. Quand les élections législatives de 1889, on est repassé dans un scrutin uninominal, et Jaurès a face à lui un candidat monarchiste, soutenu notamment par son ennemi le marquis de Solages. Pendant toute la campagne, et c'est un signe, on peint Jaurès comme un socialiste, un partageux, un agitateur, même si on a bien vu que c'était pas du tout le cas. Peu importe, ça fonctionne et Jaurès est battu. Après 4 années passées à l'Assemblée, dans le feu de l'action politique, retour à sa vie de professeur. Nous sommes en 1889, Jaurès a 30 ans. Jean Jaurès retourne donc à ses activités d'enseignement, cette fois à la faculté de Toulouse. Il s'installe en plein centre de la ville rose avec sa femme et sa fille. Comment ça, je vous ai pas dit qu'il s'était marié? Eh bien si, quelques années auparavant, alors qu'il n'est pas encore député, on lui a fait rencontrer une jeune femme, Louise Blois, bon parti, dont la dot consistait en une grande propriété de 40 hectares, et Louise et Jean s'étaient plu, à défaut de s'être épris d'une grande passion l'un pour l'autre. De toute façon, vu la veste qui s'était prise auparavant, Jaurès était d'un peu revenu du grand amour. Dans un premier temps, l'histoire se répète, les parents de Louise hésitent à accepter la demande en mariage. Après tout, à nouveau, Jean Jaurès n'a qu'une situation modeste. Mais une fois qu'il est devenu député, ça change tout, le feu vert est donné et il se marie en 1886. Ce sera a priori jamais la grande passion entre eux, pas sûr que Louise soit tout à fait sur la même longueur d'onde que Jean quant à tout ce qui touche la politique, mais tout au long de leur vie, ils remplissent leur devoir conjugal, et donc en 1889, on y revient, Louise donne naissance à une petite Madeleine. J'ai repris ce titre, Le temps des idées, de la biographie écrite par Max Gallo, Le Grand Jaurès. Lisez-la si vous avez un peu de temps, enfin si vous avez pas mal de temps, parce qu'il y a 600 pages, grand format, et ça demande un petit peu de motivation. Donc, le temps des idées. Parce que Jean Jaurès, redevenu enseignant, travaille énormément sur sa thèse de la réalité du monde sensible, mais également parce qu'il fréquente en particulier à Paris et à la bibliothèque de l'école normale un certain nombre d'intellectuels, dont le plus important pour lui est sans doute Lucien R. Lucien R, c'est un peu un personnage de fiction, vous savez, le bibliothécaire qui connaît tout sur tout et qui aiguille le héros dans sa quête. C'est exactement ce qui se passe avec Jean Jaurès. Ils discutent à bâton rompu pendant des heures, principalement de philosophie. Ils sont tous les deux passés par l'école normale et tous les deux agrégés de philo. Ils ont tous les deux une connaissance encyclopédique de la philosophie. Et un soir, R explique à Jaurès qu'il a adhéré au Parti socialiste ouvrier révolutionnaire créé par Jean Alman. C'est peut-être ce qui manquait à Jaurès pour franchir le pas. On a vu qu'il avait des préoccupations qui rejoignaient parfois celles des socialistes, mais il lui manquait sans doute quelqu'un à qui parler de la philosophie du socialisme, des grands textes, un théoricien de son niveau pour achever de le convaincre. C'est Lucien R qui va jouer ce rôle-là. À cette époque, il écrit des articles dans la Dépêche de Toulouse, l'ancêtre de la Dépêche du Midi, et on commence à y voir, en 1890, des mentions du socialisme, notamment un article intitulé « Nos camarades les socialistes allemands ». Ce sera d'ailleurs également le sujet de sa thèse secondaire, qu'on écrit en latin à l'époque, et que je ne vais pas vous faire l'affront de vous lire ou de vous traduire. On en est là quand, en 1892, éclate l'événement qui va faire basculer définitivement Jean Jaurès
du côté socialiste, les grèves de Carmaux. Carmaux, c'est une ville du Tarn très ouvrière, en particulier parce qu'il y a une grande mine de charbon appartenant à Solage, vous vous souvenez, l'ennemi de Jaurès. Qui dit ville ouvrière dit à tendance socialiste, et en mai 1892, l'un des ouvriers, ouvertement socialiste, Jean-Baptiste Calvignac, est élu maire de la ville. Autant dire que ça plaît pas beaucoup à Solage, qui va tout simplement le licencier en prétextant ses absences pour remplir sa fonction d'élu. Bah pourquoi pas. Aussitôt, tous les ouvriers se mettent en grève. La situation se tend rapidement, des grévistes envahissent la maison de la direction, l'État envoie la troupe, et on parle de la grève dans tout le pays. On se cotise dans les rangs syndicaux et socialistes de toute la France pour financer la grève, pour qu'elle puisse durer, et elle va durer. Tous les leaders socialistes viennent parler à Carmaux, et Jean Jaurès, le local de l'étape, est sur tous les fronts. La grève va durer 10 semaines, ce qui est remarquablement long. L'État va finalement proposer un arbitrage, autorisant Calvignac à prendre un congé illimité pour exercer sa charge de maire. Autant dire que Solage n'est pas content, et il va démissionner de son mandat de député. Les ouvriers emprisonnés pour avoir pénétré au domicile du directeur de la mine sont relâchés, les leaders syndicaux sont réintégrés, victoire ouvrière, et à travers elle, victoire de Jaurès. Une fois que tout est rentré dans l'ordre, il faut réfléchir rapidement à l'échéance électorale qui approche. Comme Solage a démissionné, une élection législative partielle est en effet organisée en janvier 1893. Le clan Solage, bien que monarchiste, la joue stratégique, en soutenant un candidat républicain, et même un candidat républicain que Jaurès avait soutenu par le passé. Malin. Les socialistes, eux, se creusent la tête pour savoir qui présenter en face. Calvignac, le maire, est bien sûr envisagé, mais la circonscription est à 70% rurale et Calvignac fait peur aux paysans. On propose à un proche de Jules Guesde, mais il refuse parce qu'il n'est pas du coin et que ça serait un parachutage. Un blanquiste se propose, mais ne suscite pas l'engouement des ouvriers. Alors évidemment, le nom de Jaurès commence à circuler. Son engagement pendant les grèves fait qu'il a un certain nombre de soutiens, mais il n'est que converti au socialisme, et donc n'est pas suffisamment pur pour beaucoup. On lui demande de s'engager à défendre le programme du Parti ouvrier français défini l'année passée, il s'y engage, mais ça suffit pas. Alors on organise un vote sur le thème « Jaurès est-il suffisamment socialiste pour être notre candidat ?» La majorité tranche, c'est oui. Jaurès devient donc le candidat socialiste, le candidat des ouvriers, le candidat des mineurs de Carmaux. Lui qui était républicain modéré, député opportuniste, il fait campagne pendant un mois contre un républicain modéré, justement, signe de la rupture qui a lieu chez celui qui est désormais tout à fait socialiste. Cette campagne se fait sur fond de scandale, puisque c'est à cette période qu'éclate le scandale de Panama, qui porte un coup fatal aux opportunistes et favorise donc la candidature de Jaurès. Au soir des résultats, tous les cantons ruraux ont voté pour son adversaire avec 700 voix d'avance, mais Carmaux l'ouvrière, a donné à Jaurès plus de 1100 voix d'avance. Nous sommes en 1893, Jean Jaurès a 33 ans, il est élu député des mineurs, député socialiste. Jaurès fait donc son retour au Palais Bourbon. Et alors que, lors de son premier mandat, on le sentait un peu réservé, cherchant un peu sa place, il revient en mode Rocky. Sans doute grâce à son expérience de terrain, au premier rang des grèves de Carmaux, et sans doute aussi parce qu'il est dans l'opposition à un régime corrompu, il va prendre la parole vigoureusement à la tribune de l'Assemblée très régulièrement. Il n'a que quelques mois pour faire bouger les choses avant les élections législatives générales, alors il y va. Ça va l'installer aux premières places du socialisme en France et séduire l'électorat. Si bien que fin août 1893, 8 mois après l'élection partielle, il est réélu avec 500 voix de plus qu'en janvier. Cette fois, c'est parti pour 5 ans. Autant dire qu'il va faire parler de lui rapidement. La session parlementaire débute le 23 novembre et le président du Conseil, Charles Dupuy, fait un discours de politique générale qui est quasiment exclusivement une attaque des socialistes. Faut dire qu'ils avaient beaucoup progressé aux législatives et qu'ils étaient un peu plus de 50 députés socialistes à l'Assemblée. C'est Jaurès qui va prendre la parole pour lui répondre dans un discours qui est passé dans l'histoire sous le nom de République et socialisme. D'ailleurs, vous pouvez le retrouver dans une autre vidéo de ma chaîne, je l'avais lu en direct sur Twitch. Dans ce discours, Jaurès démontre par A plus B que la République porte en elle, fondamentalement et inévitablement, le socialisme. Et il retourne le discours de Dupuy en démontrant que les vrais défenseurs de la République ne sont pas les autoproclamés républicains, mais bien les socialistes. Son discours va faire énormément parler dans les journaux, et le gouvernement de Dupuy va tomber, remplacé quelques jours après par un autre gouvernement opportuniste. Après ce premier discours, Jaurès s'est imposé comme quelqu'un avec qui il faudra compter à l'Assemblée. Et on le retrouve en effet souvent à la tribune, notamment pour s'opposer à ce qu'on a appelé les lois scélérates. À cette époque-là, le souvenir de la Commune de Paris est encore frais, notamment chez les conservateurs, qui ont une peur bleue des anarchistes.
Alors, quand les anarchistes vont commencer à devenir violents, en provoquant plusieurs attentats, le gouvernement va serrer la vis. Plusieurs journaux d'extrême gauche vont être interdits, la délation va être encouragée et on assiste à une vague de répression policière. Jaurès va attaquer sans relâche les lois scélérates, et même s'il n'arrive pas à les faire rejeter par l'Assemblée, il remporte de temps en temps des victoires d'estime, la majorité se jouant parfois à une voix uniquement. Il prend tellement d'ampleur que lorsqu'un journaliste socialiste, Géraud Richard, est attaqué par le président de la République, Casimir Perier, c'est Jaurès qui l'appelle pour le défendre. Voilà donc Jaurès, avocat, qui attaque, tout simplement, le président de la République. Alors le journaliste va quand même être condamné à la peine maximale, mais on se souviendra des plaidoiries de Jaurès, notamment quelques mois plus tard, lorsque Géraud Richard sera élu député, alors qu'il est encore en prison, grâce à une campagne inlassable de Jaurès à nouveau. Camouflé pour le président de la République, qui démissionne peu après. Jaurès est devenu un tombeur de gouvernement, il va devenir l'homme à abattre. Et pour faire tomber cet homme, quoi de mieux que l'attaquer dans sa circonscription? Alors, on va se tourner vers le préfet du coin et vers le propriétaire de la verrerie de Carmaux, qui est l'autre gros employeur de la ville après la mine de charbon, et on repart comme lors des premières grèves de Carmaux, 2 délégués syndicaux sont licenciés, et tous les ouvriers se mettent en grève. Pour les punir, le patron lui aussi se met en grève, ferme l'usine et met 1200 ouvriers au chômage. Les socialistes, Jaurès en tête, ont alors une idée. Ils vont créer une verrerie autogérée à Albi, où tous ceux qui ont subi l'autoritarisme d'un patron pourront venir travailler. Tout est fait pour empêcher le projet d'aboutir, mais après plusieurs mois de souscription et d'efforts, la verrerie autogérée d'Albi voit le jour, et celle de Carmaux est obligée de fermer. Au passage, dans l'histoire, le gouvernement est à nouveau tombé, notamment parce qu'il s'est fait pincer à essayer d'envenimer les choses. Encore une victoire pour Jaurès donc. Mais il va devoir repartir rapidement au combat. On parle de plus en plus de l'histoire d'un officier juif condamné pour espionnage, le capitaine Alfred Dreyfus. Au début, Jaurès ne s'intéresse pas vraiment à l'histoire. Pour les socialistes, c'est une affaire qui ne les regarde pas. Après tout, Dreyfus est un riche officier et il voit l'affaire comme un règlement de compte entre bourgeois. Sans compter qu'il y avait chez certains socialistes une tendance à l'antisémitisme en assimilant les juifs à la classe des exploitants. Mais fin 1897, Jaurès commence à comprendre ce qui se cache derrière l'affaire. Sa première tâche va être bien sûr de convaincre les socialistes de s'engager pour Dreyfus. Ça va pas être facile parce que Gued, le leader socialiste de l'époque, refuse de se mêler à cette histoire de bourgeois. Et comme Jaurès essaie déjà d'unifier les différents courants socialistes, il ne doit pas brusquer Gued. Mais il insiste. Il explique que si Dreyfus est innocent, il n'est plus ni un officier, ni un bourgeois, il n'est plus que l'humanité elle-même. Jaurès démontre également qu'en défendant la liberté d'un homme qui n'est pas prolétaire, les socialistes seront d'autant plus légitimes lorsqu'ils défendront les libertés des exploités. Il fait mouche, et le camp socialiste basculera progressivement dans le camp dreyfusard. Quant à Jaurès, il monte de plus en plus au front, si bien que lors du procès d'Émile Zola, suite à la parution de son J'accuse dans l'Aurore, il est appelé à témoigner, et il se livre à une longue plaidoirie pour défendre l'écrivain. Lorsque le gouvernement produit une nouvelle pièce à conviction, comme par hasard, à l'été 1898, et que tout le monde applaudit avec soulagement cette preuve soi-disant irréfutable, c'en est trop pour Jaurès. Il publie dans le journal auquel il collabore à l'époque, La Petite République, une série d'articles qu'il appelle Les Preuves, et qui démontent méthodiquement toute l'accusation contre Dreyfus. Après J'accuse, c'est un deuxième coup décisif porté aux anti-dreyfusards. Le gouvernement est obligé de reconnaître que sa preuve était un faux, et tout s'écroule. Pour bien mesurer le courage qu'a eu Jaurès à l'époque, il faut savoir d'une part que les débats étaient très violents autour de l'affaire, et que les forces nationalistes antisémites étaient très virulentes. D'ailleurs, la République échappe de peu à un nouveau coup d'État cette année-là. D'autre part, c'était pas du tout dans son intérêt de monter au créneau, parce que les socialistes sont divisés sur la question, mais aussi parce que les élections législatives pointent le bout de leur nez. Et Jaurès est assez réaliste, il sait bien qu'il n'a que très peu de chances de l'emporter. Il y a déjà l'histoire de la verrerie, qui est peut-être une victoire des ouvriers et même de Jaurès, mais qui est un affaiblissement de Carmaux, puisque la verrerie de la ville ferme, et que la verrerie autogérée est à Albi, qui n'est pas sur la circonscription. Donc c'est un peu compliqué à vendre pour Jean Jaurès, c'est quasiment le scénario de la première saison de Baron Noir. Et désormais, il y a en plus l'affaire Dreyfus, ce qui fait qu'à chacun de ses déplacements, à chacun de ses meetings de campagne, des opposants l'empêchent de parler en criant « à bas Zola, à bas Jaurès ». Sans surprise, il est battu largement au premier tour par le marquis de Solages. Les socialistes, qui perdent avec lui un de leurs principaux leaders, voire leur principal leader, essaient de trouver une solution.
Les règles électorales à l'époque permettent à un candidat de se retirer au second tour pour une autre personne. Or, il y a un candidat dans le 5e arrondissement de Paris qui est en bonne position pour gagner et qui propose de se désister pour Jaurès. Jaurès hésite, les socialistes le pressent d'accepter, ils ont besoin de lui dans l'hémicycle. C'est le journaliste Géraud Richard qui va se déplacer à la mairie du 5e pour déposer la candidature de Jaurès à 11h du matin, le dernier jour des candidatures. À 13h, Jaurès débarque à la mairie, retire sa candidature et sans un regard en arrière, prend le train pour le Tarn. Nous sommes en 1898, Jaurès a 39 ans et il n'est plus député. Cette fois, Jaurès va pas partir très loin du monde politique. Il est désormais trop connu, trop engagé, et il a trop de travail à mener pour réussir l'unité des différentes chapelles socialistes. Avant 1900, les socialistes français sont divisés. Ouais, c'est pas nouveau en fait. Il y avait plein de partis, par exemple, les broussistes faisaient partie de la Fédération des travailleurs socialistes de France, les almanistes appartenaient au Parti ouvrier socialiste révolutionnaire, les guédistes au Parti ouvrier français, les blanquistes au Parti socialiste révolutionnaire, sans compter les socialistes indépendants et plusieurs petites fédérations autonomes. Vous le savez, pour prendre le pouvoir et appliquer son programme, partir divisé, c'est pas top. Eh oui. Et donc Jaurès, ce qu'il voudrait, c'est que tous les socialistes de France se donnent la main et fondent un grand parti socialiste qui pourrait devenir majoritaire. Et pour ça, ils se réunissent tous en décembre 1889 lors du congrès général des organisations socialistes françaises à la salle Japy à Paris. Jaurès y croit, c'est parti, sauf que quelque temps auparavant, Alexandre Millerand, l'un des leaders socialistes de l'époque, indépendant comme Jaurès, est entré dans le gouvernement de Waldeck-Rousseau. C'est la première fois qu'un socialiste devient ministre, et lors du congrès, on va parler que de ça. Deux visions s'affrontent, Jules Guesde et Édouard Vaillant notamment pensent que c'est de la trahison, puisqu'il se revendique de l'héritage révolutionnaire. Jaurès, lui, se dit que toute réforme négociée par Millerand sera bonne à prendre et soutient la participation au gouvernement. Les positions sont irréconciliables, comme dirait l'autre, et ce n'est pas un, mais deux partis qui sont créés, le Parti socialiste français, de Jaurès, et le Parti socialiste de France, de Guesde. Parti socialiste français contre Parti socialiste de France, quand il s'agit de se diviser, on est quand même balèze. Mais bon, on va quand même passer de 7 ou 8 organisations à 2, ça progresse. En parallèle, Jean Jaurès s'est lancé dans de grands travaux. Il dirige la rédaction de l'Histoire socialiste de la France contemporaine, qui retrace l'histoire de France depuis la Révolution de 1789 jusqu'à la fin du 19e siècle. Il a plusieurs objectifs derrière cet ouvrage: diffuser la connaissance de l'histoire de notre pays et de ses luttes auprès du peuple, expliquer les racines du socialisme en France, mais également rassembler les socialistes en les faisant travailler ensemble. Pour ça, il va demander à tous les grands socialistes de l'époque de produire un volume sur une période de l'histoire. Brousse travaille sur les débuts du Premier Empire, Viviani sur la Restauration, Millerand sur la Deuxième République, Guesde est également sollicité mais décline, et Jaurès lui-même travaille sur la Révolution française. L'histoire socialiste de la France contemporaine est publiée progressivement à partir de 1900, et grâce à son histoire socialiste de la Révolution française, Jaurès rentre dans le cercle fermé des grands historiens. Malheureusement, malgré la qualité de son œuvre, il va avoir des difficultés à la diffuser, notamment, et c'est tout bête, parce qu'il va se heurter au parti de Jules Guesde, que Jaurès avait pourtant voulu associer à la rédaction, mais qui lui met des bâtons dans les roues pour des raisons purement politiques. Et c'est pas très gentil. Et déjà, les élections législatives approchent. C'est l'occasion de faire l'union des socialistes. Pour ça, Jaurès adopte une position de compromis sur la participation des socialistes au gouvernement. Il va dire que si Millerand a participé à un gouvernement modéré, c'est parce qu'il s'agissait de défendre la République au moment où elle était attaquée, notamment suite à l'affaire Dreyfus. Désormais, la République n'est plus en danger, donc plus question de soutenir un gouvernement modéré. Peine perdue, le Parti socialiste de France, celui de Guesde, part aux élections tout seul et va même jusqu'à présenter un candidat face à Jaurès à Carmaux. Bien sûr, cette opposition sert Solage, l'adversaire historique de Jaurès, qui n'a qu'à dire « écoutez ses amis socialistes parler de lui, vous comprendrez qui il est vraiment ». La bataille est acharnée, mais il est désormais impossible de faire perdre Jaurès sur ses terres et il s'impose dès le premier tour. Le candidat de Guesde, lui, a obtenu 3 voix. Lui, son papa et sa maman, quoi. Dans tout le pays, la gauche, rassemblée dans un bloc comprenant les radicaux et les radicaux socialistes, s'impose. Le parti de Guesde a perdu un tiers de ses électeurs, Guesde lui-même est battu. C'est Émile Combes, un radical, qui est nommé président du Conseil, et aucun socialiste n'entre au gouvernement, comme l'avait annoncé Jaurès. Le nouveau gouvernement, porté par sa majorité du bloc des gauches,
a essentiellement un programme, la séparation de l'Église et de l'État. Et autour de ce projet, les radicaux comme les socialistes peuvent se retrouver. Jaurès lui-même s'engage, lui qui avait bien noté que lors de l'affaire Dreyfus, les cléricaux s'étaient engagés aux côtés des hauts gradés anti-dreyfusards contre la République. Jaurès est élu vice-président de la Chambre, et c'est d'ailleurs la fonction la plus importante qu'il va jamais occuper. Il va imposer une vision de la séparation de l'Église et de l'État qui va devenir la laïcité à la française, que j'évoquais dans une vidéo précédente. Il s'oppose en cela à la vision plus offensive d'Émile Combes par exemple, et il ajoute à la séparation la neutralité de l'État et la tolérance. En un mot, il fait naître avec Aristide Briand la laïcité. C'est à ce moment que, pour expliquer sa politique, Jaurès choisit de fonder un nouveau journal. Il écrit déjà des articles dans la Petite République, mais il a besoin de plus d'espace, notamment pour faire intervenir d'autres auteurs. Le 6 avril 1904, Jaurès organise l'Assemblée Générale qui va fonder ce nouveau journal, avec Lucien R ou encore Léon Blum. Quel titre lui donner ? On pense d'abord à Lumière, mais finalement, c'est une proposition de Lucien R qui l'emporte, ce sera l'Humanité. Avec tout ça, la fracture au sein des socialistes français ne s'est pas améliorée. Jaurès soutient le gouvernement de Combes, accepte un poste à responsabilité à la vice-présidence de la Chambre, quand Gued et son parti refusent toujours violemment ce qu'ils estiment être une collusion avec les modérés. Pour trancher le conflit, il va falloir rien de moins qu'un congrès de l'Internationale socialiste qui va se tenir à Amsterdam en 1904. Les débats font rage et c'est finalement Jaurès qui est désavoué, les socialistes votant une motion interdisant toute participation à un gouvernement. Mais Gued ne triomphe pas pour autant. L'Internationale vote un second texte imposant la fusion des partis socialistes en un seul, obligeant Gued à négocier avec Jaurès. Pendant plusieurs mois, les deux partis vont négocier le cadre de ce qui va devenir la section française de l'Internationale ouvrière, la SFIO. Durant ces négociations, Jaurès accorde à Gued presque toutes ses demandes, ça fait grincer les dents de ses amis, mais Jaurès a confiance, il connaît notamment ses capacités à emporter l'adhésion et il sait qu'une fois l'union réalisée, ses idées seront majoritaires. Et donc, en 1905, la SFIO naît au Congrès du Globe à Paris. C'était il y a plus de 115 ans et le parti existe toujours sous le nom du Parti Socialiste. Jean Jaurès a 46 ans, il a réussi à réaliser l'unité de son camp, pourtant, il ne le sait pas encore, mais son principal combat est devant lui. Les tensions géopolitiques sont de plus en plus fortes et l'engrenage de la guerre s'est mis en route. Nous sommes en 1905 et à cette époque, Jean Jaurès est définitivement ancré dans la vie politique nationale. Il est le leader socialiste dans ce qu'on n'appelle pas encore l'opinion, il a été vice-président de l'Assemblée nationale, il a largement participé à la définition de la laïcité à la française, bref, c'est un grand homme. Et d'ailleurs, il sera désormais systématiquement réélu député. Dès mars 1905, la situation internationale se tend. La France a noué un accord qu'on appelle l'entente cordiale avec l'Angleterre, dans lequel elle a le droit de, disons, pacifier les zones du Maroc qui ne sont pas encore contrôlées par le régime marocain. Sauf qu'évidemment, ça se passe toujours comme ça, plus ça va, plus l'influence de la France au Maroc s'étend, ce qui inquiète le sultan qui appelle l'Allemagne à la rescousse. L'empereur allemand lui-même se rend à Tanger pour soutenir l'indépendance et la souveraineté du Maroc, et en fait, surtout, il veut pas que ce soit la France qui mette la main dessus, parce que la France c'est toujours le rival local. Je rappelle qu'à cette époque, l'Alsace et la Moselle sont allemandes, et que les Français comme les Alsaciens et les Mosellans l'ont un peu là. On n'est pas loin de la guerre, déjà, mais la situation finit par se détendre et un accord est signé à Algésiras. Bon, ça va pas tenir longtemps, les Marocains vivent assez mal ces accords parce que le sultan s'est couché devant des puissances étrangères, en particulier devant la France, et il va y avoir beaucoup de violence, guerre civile, bombardement de Casablanca par la France dans les années qui suivent. Mais pour l'heure, la guerre entre l'Allemagne et la France est évitée. Pendant cet épisode, Jean Jaurès est vent debout contre la politique menée par la France. De manière générale, il rappelle, et c'est important, que la colonisation n'a jamais été un gain pour la France, mais un gain pour les grandes compagnies, le grand capital, et il veut absolument éviter une nouvelle guerre qui s'annonce meurtrière entre la France et l'Allemagne. Pour l'instant, la paix tient, mais elle est fragile. Par ses prises de position, Jaurès va se faire beaucoup d'ennemis. On sait qu'il en avait déjà évidemment parmi le patronat, dont son adversaire de toujours Solage, et sa position vis-à-vis de la colonisation ne va pas aider les choses. Pendant la crise de Tanger, la haine à son encontre va atteindre un nouveau palier. Oui, parce qu'à cette époque, le gouvernement se réclame quand même plutôt de gauche, puisqu'il s'agit d'un gouvernement radical. La loi de séparation de l'Église et de l'État est approuvée, elle a été co-construite par Jaurès, donc avoir une voix dissonante dans la majorité, ça fait tâche. Disons que les gouvernements n'ont jamais trop aimé les frondeurs, quoi.
et ses anciens alliés, les anciens socialistes qui ont dû quitter la SFIO quand ils sont entrés au gouvernement, ont du mal à lui pardonner. C'est ainsi qu'après Millerand, Aristide Briand par exemple, ou encore Viviani, se mettent à taper sur Jaurès. Il y a pire, en s'opposant à la guerre du Maroc, Jaurès se fait accuser de travailler pour l'ennemi, celui de la guerre de 70, l'Allemagne. Et ça, c'est synonyme de haute trahison. À partir de cette époque, de nombreuses campagnes vont être menées contre lui, appelant parfois au meurtre, timidement d'abord, puis de manière de plus en plus assumée. Parmi les personnes de gauche qui vont devenir des adversaires de Jaurès, il faut en mentionner un en particulier, Georges Clemenceau. Ils ont partagé un certain nombre de combats, notamment la défense de Dreyfus et la lutte pour la séparation de l'Église et de l'État, même si Clemenceau voulait aller plus loin que Jaurès. À partir de 1906, la situation change, Clemenceau entre au gouvernement comme ministre de l'Intérieur et se désigne lui-même comme le premier des flics, bien avant Nicolas Sarkozy et Manuel Valls. Pendant plusieurs années, il va organiser une violente répression des grèves ouvrières, qui va régulièrement faire des morts. Il va tenter de dissoudre la CGT et réussir à faire arrêter des responsables des syndicats. Bref, alors qu'il se revendiquait quelques années auparavant du radical socialisme, finalement, il n'est pas très... socialiste quoi. À l'Assemblée, les joutes verbales entre Jaurès et Clemenceau sont quotidiennes, les deux étant d'excellents orateurs. Même les autres ministres sont éclipsés par ces échanges. Quand en 1909, le gouvernement de Clemenceau, qui était devenu président du Conseil, chute, l'Humanité titre « La fin d'une dictature ». C'est assez clair. Entre-temps, les relations entre la France et l'Allemagne ne se sont pas améliorées. Clemenceau était farouchement anti-allemand et tout devient prétexte à exacerber les tensions. Toute l'Europe se prépare à la guerre. C'est particulièrement vrai entre la Russie d'un côté et l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie de l'autre, qui cherchent à étendre leur influence dans les Balkans. Or, la France et le tsar de Russie sont des alliés très rapprochés, ce qui est d'ailleurs dénoncé par Jaurès. En vain, notamment parce que le tsar verse d'énormes pots de vin à la presse française et que l'opinion reste donc acquise à l'alliance. Jaurès s'inquiète de plus en plus. Progressivement, il tourne tout son combat vers la défense de la paix. Ce qui est intéressant, c'est qu'il le fait pas de manière un peu naïve et romantique, comme on a tendance à le croire. Il dit pas « la guerre c'est mal et la paix c'est bien ». Par exemple, et contrairement aux accusations qui sont lancées contre lui dans les journaux nationalistes de l'époque, il ne veut pas supprimer purement et simplement l'armée. Au contraire, il publie en 1911 un livre très complet, très documenté, qu'il intitule « L'armée nouvelle ». Dedans, il se livre à une analyse très poussée, quasi scientifique, comme toujours avec Jaurès, de la politique militaire et de la politique de défense française, et il propose des réformes de fond. La principale étant la création d'une armée nationale décentralisée, un peuple en armes en quelque sorte, qui ne mène pas de guerre de conquête, mais qui constitue une armée de réserve suffisamment puissante pour dissuader toute attaque extérieure. Pour lui, la guerre, parfois, il faut la faire, mais c'est un mal terrible et c'est vraiment le dernier des recours. Il en profite pour conseiller de renforcer les défenses aux frontières avec l'Allemagne, de rassembler l'armée dans l'Est, et en cas de conflit, il suggère même de laisser entrer l'armée d'Allemagne en France, puis de contre-attaquer quand elle sera étirée. On sait que c'est pas ce qui va être décidé, et on sait aussi les conséquences que ça va avoir. Le Bourbier de 14-18. Alors, c'est rien de dire que l'ouvrage déconcerte les politiques de l'époque. Chez ses adversaires, on dit qu'il veut désorganiser l'armée, qu'il travaille pour la défaite de la France, comme d'hab, on l'attaque et on le calomnie plus que jamais. Chez ses amis, antimilitaristes, on ne comprend pas qu'il s'exprime sur l'armée d'un point de vue très pragmatique. Certes, Trotsky va en faire l'un de ses livres de chevet, impressionné par la production de Jaurès, mais ailleurs, c'est plus compliqué. Pour comprendre, il faut savoir qu'à l'époque, chez toute une partie des socialistes, il importait peu que le prolétariat soit exploité par une patrie qui s'appellerait la France ou une patrie qui s'appellerait l'Allemagne. Jaurès n'est absolument pas d'accord et défend qu'une patrie qui en attaque une autre commet un attentat contre la civilisation, une rechute dans la barbarie. Il dira notamment que les prolétaires ont deux patries, la France et la République. C'est à ce moment-là, en juillet 1911, qu'intervient dans la vie de Jaurès une parenthèse un peu hors du temps. Il lutte chaque jour contre la guerre à venir, il est attaqué, conspué, menacé dans tous les journaux de droite, mais il va pouvoir souffler pendant 2 mois parce qu'il a été invité lors du dernier congrès de l'Internationale socialiste à un voyage en Amérique du Sud. C'est d'ailleurs la première et dernière fois qu'il quitte l'Europe. Il donne des conférences devant un public qui boit ses paroles, il visite différents pays dans lesquels il est confronté à la misère, bref, il voit à quel point les inégalités sociales rendent la lutte socialiste importante. En France, pendant ce temps-là, on est au paroxysme des menaces de guerre suite à la situation au Maroc. La guerre est une question de jours. Jaurès essaie comme il peut de suivre la situation, de transmettre des articles ou des points de vue, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas internet à l'époque. Lorsqu'il rentre en France, fin octobre,
Un accord est finalement sur le point d'être signé entre la France et l'Allemagne, un répit supplémentaire. La situation extérieure a évidemment des impacts sur la politique intérieure. Et l'inverse aussi. Joseph Caillaux, le président du Conseil qui a signé l'accord, est attaqué en France par les nationalistes qui lui reprochent, ça devient une habitude, de travailler pour l'Allemagne. On pourrait croire que Jaurès va le défendre, mais en fait, il s'oppose sur une réforme des élections législatives. Jaurès défend la proportionnelle, Caillaux s'y oppose. Donc, Jaurès ne réagit pas lorsque le gouvernement de Caillaux tombe. Il participe pas à sa chute, mais il va pas se mouiller pour le défendre. En fait, Jaurès pense que les socialistes pourront gagner le pouvoir grâce à la proportionnelle et donc stopper l'engrenage guerrier. Donc, tant pis si ce gouvernement pro-paix tombe. Erreur politique ? Sans doute. Parce que suite à Caillaux, c'est Poincaré qui prend le pouvoir. Et Poincaré est conservateur, il déteste les socialistes et il va être l'un des artisans de la guerre à venir. Au niveau politique, une loi devient particulièrement symbolique de la logique guerrière, c'est ce qu'on appelle la loi des 3 ans. Il s'agissait, devant le risque de guerre, de faire passer le service militaire de 2 à 3 ans. Pourquoi ? Parce que l'Allemagne est déjà à l'époque beaucoup plus peuplée que la France, avec 68 millions d'habitants contre 40 millions. Donc, pour avoir une armée aussi importante, on va augmenter de 50% le service militaire. Jaurès s'y oppose farouchement en soulignant l'imbécilité de la loi. Il suffit que l'Allemagne décide d'augmenter elle aussi son service militaire pour contrebalancer les faits. 150 000 personnes se réunissent au Pré Saint-Gervais, devant Jaurès, pour s'opposer à la loi. Mais une union de la droite et d'une partie des radicaux, Clémenceau par exemple, suffit à la faire passer. L'escalade de la guerre est en marche. Au passage, la loi sur la proportionnelle a été rejetée, Jaurès a perdu sur les 2 fronts. Pour s'opposer à la guerre, il décide de s'appuyer sur l'internationale socialiste. Le principe est clair, la guerre est une affaire de bourgeois, elle ne concerne pas le prolétariat. Il faut donc organiser une grève générale en France et en Allemagne au moment où la guerre sera déclarée. Jaurès défend cette option, qui a d'ailleurs de nombreux soutiens de part et d'autre de la frontière, mais plusieurs socialistes en France, dont Charles Handler, un ami de Jaurès, doutent de la future décision des socialistes allemands. Ils pensent que les socialistes allemands se font chaque jour un peu plus solidaires de la politique expansionniste du Kaiser et commencent à publier des textes pour l'expliquer. L'entente entre socialistes français et allemands est donc pas mal entamée. En France, Jaurès tente finalement de trouver un accord avec Joseph Caillaux, l'ancien président radical du Conseil, qui est lui aussi contre la guerre. Ils se mettent même d'accord sur un programme impliquant l'instauration d'un impôt sur le revenu. Ils parviennent à faire tomber le gouvernement début 1913. Caillaux redevient ministre, mais avant que l'accord Caillaux-Jaurès puisse s'exprimer, c'est le drame. Le Figaro mène une vendetta personnelle contre Caillaux et décide de publier des lettres qu'il a envoyées à sa seconde épouse alors qu'elle n'était encore que sa maîtresse. La première paraît et le 16 mars 1914, Madame Caillaux se rend dans les locaux du Figaro et abat Gaston Calmette, le directeur. Fin de partie pour Caillaux qui démissionne le lendemain. Fin de partie aussi pour l'accord radical-socialiste qui aurait peut-être pu inverser le cours de l'histoire. Le 18 juin 1914, un nationaliste serbe assassine l'héritier du duc d'Autriche-Hongrie, François Ferdinand. Jaurès condamne bien sûr l'assassinat, mais l'événement ne déclenche pas plus de réaction que ça dans un premier temps. Début juillet, rien n'est encore irrémédiable. Bien sûr, Jean Jaurès est quotidiennement menacé de mort, y compris dans les journaux. Dans l'Écho de Paris, on lit « Dites-moi, à la veille d'une guerre, le général qui commanderait à 4 hommes et un caporal de coller au mur le citoyen Jaurès et de lui mettre à bout portant le plomb qui lui manque dans la cervelle, pensez-vous que ce général n'aurait pas fait son plus élémentaire devoir ?» Dans l'Action française, Léon Daudet, le fils d'Alphonse, écrit « Nous ne voulons déterminer personne à l'assassinat politique, mais que Jaurès soit pris de tremblement » et de lui promettre le même sort que Calmette, le patron du Figaro assassiné. Autour de Jaurès, on s'inquiète, lui pas. Suite à l'assassinat de François Ferdinand, Poincaré va en Russie pour réaffirmer le soutien de la France au tsar, le tsar qui en déduit qu'il peut aller un peu plus loin dans le soutien aux Serbes, puisque les Français sont derrière lui. Pendant cette visite, les ouvriers russes sont en grève. Ils ont levé des barricades, ils brandissent le drapeau rouge, personne n'en parle, personne ne le voit, à part Jaurès, qui se fait prophétique. La révolution est à fleur de terre, dit-il, bien imprudent serait le tsar s'il déchaînait ou laissait déchaîner une guerre européenne. Ce qui arrivera, et le tsar sera renversé par la révolution de février 1917. A partir de là, tout s'accélère. Le 23 juillet, l'Autriche-Hongrie lance un ultimatum à la Serbie, demandant à Belgrade d'abandonner sa souveraineté nationale. Le 25 juillet, la Serbie refuse. Poincaré rentre en urgence en France. Le 27, des dizaines de milliers de personnes manifestent contre la guerre. Le 29 juillet, Jaurès rencontre à Bruxelles les autres responsables de l'internationale socialiste. Ils veulent que les socialistes français et allemands fassent pression sur leur gouvernement
pour retenir l'Autriche-Hongrie et la Russie, Jaurès est relativement optimiste, mais quand il rentre en France le 30 juillet, il apprend que le tsar a lancé une mobilisation partielle des troupes. Alors il va rencontrer le président du conseil, Viviani, un ancien socialiste qu'il apprécie. Viviani le rassure, lui dit que la France travaille pour la paix, et ce n'est que le lendemain, le vendredi 31 juillet 1914, que Jaurès se rend compte qu'il s'est fait endormir. Il parle au ministre de l'Intérieur à l'Assemblée, mais celui-ci se dérobe. Alors Jaurès va à nouveau trouver Viviani, mais impossible de le voir. Jaurès comprend que les dés sont jetés. Il retourne dans son bureau de l'Humanité et il se dit que la meilleure chose, ça va être de rédiger une série d'articles dans la même veine que ces preuves qui avaient fait pencher le cours de l'affaire Dreyfus. Mais avant, il faut reprendre des forces. Il se rend avec ses collaborateurs au café juste en bas, le café du Croissant. Il s'installe dos à la fenêtre, il fait bon et un simple rideau le sépare de la rue. À 21h40, un étudiant nationaliste, Raoul Villain, saisit son arme, écarte le rideau, tire sur Jaurès et le tue, d'une balle dans la tête. Un pharmacien à qui l'on demande en urgence une ampoule pour faire une piqûre répond « Je ne donne rien pour cette crapule de Jaurès ». Tout le discours, qui s'étale depuis des semaines dans les journaux nationalistes, ont fait effet. La France est malgré tout sous le choc. Ils ont tué Jaurès devient un cri de ralliement puissant, du genre à donner naissance à une révolution. Le gouvernement comprend très vite le risque et il va faire quelque chose de plutôt malin. Il va réaliser une union sacrée autour de la mémoire de Jaurès qui va souder l'ensemble des Français. Et c'est paradoxalement cette union sacrée qui va faciliter l'entrée en guerre de la France. Ce qui revient un peu à cracher sur la tombe de Jaurès. Guerre oblige, Raoul Villain, qui est en prison, ne sera jugé qu'en 1919 et il va être acquitté à cause du grand élan nationaliste de l'après-guerre. Louise Jaurès, la femme de Jean, sera même condamnée à payer les frais de justice. Il faudra attendre la victoire de la gauche en 1924 pour que Jean Jaurès soit transféré au Panthéon lors d'une cérémonie grandiose. Mais, comme un ultime affront au combat de Jaurès, ce sont deux convois différents qu'ils conduiront au Panthéon, puisque la SFIO a éclaté en 1920 entre socialistes et communistes. Voilà qui conclut cette série consacrée à la vie de Jean Jaurès, un homme qui n'a finalement jamais vraiment exercé le pouvoir, mais qui a eu une influence considérable en France. Et dont on ferait sans doute bien, aujourd'hui encore à gauche, de s'inspirer. J'espère que la série vous a plu. Si vous voulez approfondir le sujet, je vous conseille le livre de Max Gallo, Le Grand Jaurès, ou encore sa biographie audio par Henri Guillemin que vous trouvez sur YouTube, et dont je vous mets le lien en description. Abonnez-vous pour rester au courant des prochaines vidéos, en n'oubliant pas d'activer les notifications. Camarades, à bientôt!